Bonjour à toutes et à tous. Cette fois, nous partons à la rencontre du collectif de la fresque du numérique. Nous avions participé aux premiers ateliers ouverts au public et nous sommes ravis de voir qu'il a fait un sacré bout de chemin depuis. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une expérience d'intelligence collective sous forme de jeu qui décortique l'impact environnemental du numérique. On y parle de l'impact du matériel informatique, de sa production, des data centers, des flux de données ou encore du streaming. Il permet d'avoir les idées claires et d'enfin tordre le cou aux idées reçues. Et autant vous dire qu'elles sont particulièrement nombreuses sur ces sujets. C'est à la fois une expérience pédagogique forte, qui a réuni plus de 25 000 personnes, ainsi qu'une grande communauté de 2000 animateurs et animatrices qui portent la diffusion de l'atelier. Nous avons échangé avec Aurélien, qui s'est prêté à l'exercice de la capsule récit, pour nous parler de l'intention du projet, des enjeux adressés, des obstacles rencontrés, de la gouvernance choisie ou encore des prochaines étapes qu'il imagine. Qu'est-ce que la fresque du numérique ? La fresque du numérique, c'est un atelier ludique et participatif qui permet de comprendre les impacts environnementaux du numérique. C'est un atelier qui est inspiré par la fresque du climat, donc qui reprend la même méthode pédagogique, dans laquelle il y a 4 étapes. Il y a une étape où les participants disposent des cartes, trouvent la logique entre les cartes, et ça leur permet de découvrir tous les impacts environnementaux du numérique. Après, il y a une deuxième étape où ils doivent être créatifs, ça leur permet de s'approprier le contenu, de faire un peu une synthèse mentale. Ensuite, il y a une étape de restitution, donc on leur demande d'expliquer le contenu, donc ça leur permet à nouveau de bien retenir, et puis ça leur permet de commencer à exprimer ce qu'ils ont ressenti au vu de toutes les informations. Et puis il y a une dernière étape qui est hyper importante, qui est celle où on leur fait parler d'actions, on les fait débattre sur des actions envisageables. Donc ils ressortent de l'atelier avec plein d'informations qu'ils ont découvertes sur les impacts environnementaux du numérique, mais aussi avec l'envie d'agir et puis des premières clés pour agir. L'objectif, c'est de diffuser l'information le plus largement possible. Donc un point hyper important, c'est qu'on forme à l'animation qui le souhaite après avoir participé à l'atelier. Donc il suffit de suivre une autre session de formation à l'animation. Et du coup, on devient animateur de l'atelier. Et à ce jour, on a plusieurs milliers d'animateurs, et c'est ça le but en fait, c'est que ça grossisse très vite. On participe à l'atelier, ensuite on est formé à l'animation, et ça permet soi-même de faire participer d'autres personnes, de manière à ce que l'information se propage le plus largement possible. Donc on a une communauté d'animateurs avec laquelle on partage plein d'informations sur l'atelier, mais aussi sur le fond du sujet, quoi. Quels enjeux souhaitez-vous adresser ? Notre objectif au départ, c'était de sensibiliser sur les impacts environnementaux du numérique, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas bien connus à l'époque, et surtout qu'ils sont assez contre-intuitifs. Ils ne sont pas vraiment là où on pense qu'ils sont. Et puis, au moment où on s'est lancé, donc fin 2019, il commençait à y avoir des sources, des rapports scientifiques qui expliquaient le sujet. Donc on avait une méthode pédagogique fresque, issue de la fresque du climat, qu'on savait très efficace. Et à côté de ça, on avait des infos qu'on avait envie de transmettre sur les impacts environnementaux du numérique. C'est comme ça qu'on a créé l'atelier de la fresque du numérique et qu'on a créé la communauté qui va avec. Mais il y a aussi un deuxième enjeu qui est celui de la compréhension du travail en équipe, du travail en groupe et même de l'interconnexion au monde vivant. Et ça, c'est un deuxième enjeu qu'on pourra adresser peut-être plus tard avec l'atelier. Quels ont été les déclencheurs du projet ? Alors ce qui a déclenché le projet, je dirais, c'est la conjonction de plusieurs événements. Le premier, c'est probablement qu'en 2018-2019, des sources, des rapports scientifiques sont apparus sur les impacts environnementaux du numérique, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Donc quand même, il y avait une base qui apparaissait. Le deuxième événement, c'est que l'atelier, on l'a co-créé avec Yvain Mouneux, et tous les deux, à cette période-là, on était dans une volonté de recherche de projets à impact, finalement. Donc on était tous les deux séparément dans des dispositions pour créer ce genre de projet. Et puis le troisième événement, c'est qu'on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés autour de la fresque du climat. En 2019, on a eu l'occasion d'animer plusieurs ateliers ensemble. Et puis, au gré des rencontres, on s'est rendu compte qu'on avait en commun ce sujet du numérique, de s'être documenté et formé dessus. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait probablement utilement utiliser la méthode pédagogique fresque, mais avec un contenu qui parle des impacts environnementaux
du numérique, et c'est devenu la fresque du numérique, donc à partir de fin 2019, début 2020. À quel futur souhaitez-vous contribuer? Moi, mon souhait, c'est que l'atelier contribue à un futur plus durable. Mais comment? En diffusant de l'information pour que on soit le plus nombreux possible à avoir conscience de nos impacts environnementaux. Pour moi, c'est essentiel que collectivement, on ait suffisamment d'informations et de connaissances et de conscience pour réfléchir avant d'agir et se demander avant d'agir quels vont être les impacts environnementaux. Il y en aura forcément, mais il faut qu'on y réfléchisse avant de manière à choisir nos actions pour que, au global, mondial, la somme de nos impacts environnementaux respecte les limites planétaires. C'est ça l'objectif in fine pour moi, et j'espère que l'atelier va y contribuer. Je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a un deuxième objectif, en tout cas moi qui m'est cher, c'est la conscience et la compréhension qu'on est tous interconnectés. L'atelier se fait en intelligence collective, en équipe, donc c'est déjà une illustration de ça. Mais je voudrais qu'on aille plus loin et qu'on ait conscience que, oui, on est tous liés et qu'on doit avoir conscience de ça et pas réfléchir à des solutions locales. Il faut avoir une vision globale, y compris végétaux, animaux et tout ce qui nous entoure. Quels obstacles avez-vous rencontrés? Évidemment, on a franchi beaucoup d'obstacles, mais pour moi, ça fait partie de l'avancement d'un projet. Le premier point marquant, je pense, dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité de l'atelier en lui-même et sur tous les documents qui l'entourent, enfin, sur l'ensemble des livrables, on va dire. Et pour faire ça, on a mené plein de tests. On a vraiment fait beaucoup d'ateliers tests avec à chaque fois des petites modifications. C'est-à-dire qu'on a été dans la disposition d'esprit d'accepter la critique, en fait, et d'accepter qu'il y a des choses qui ne convenaient pas dans l'atelier au début, et puis petit à petit, on les a fait évoluer et on les a modifiés, et puis ça a donné l'atelier tel qu'il est aujourd'hui, qui continue d'évoluer à un rythme plus faible. Mais en tout cas, on a eu un souci de la qualité, je pense, assez élevé. Après, il y a un deuxième obstacle qui est, ok, on a un atelier qui semble fonctionner, mais notre objectif, c'est pas simplement de faire l'atelier, c'est qu'il se propage, c'est que les informations qu'il contient se diffusent et touchent le plus de monde possible. Et donc là, l'obstacle à surmonter, c'est comment créer une communauté, en fait, et comment diffuser ça à un maximum de monde, comment donner envie à plein de monde d'animer cet atelier. Et puis le troisième obstacle, je pense, ça aurait pu être l'équation économique. C'est-à-dire que pour qu'un projet se déploie, il y a un moment, il y a la question économique qui arrive forcément, et quelle est l'équation et comment on fait rentrer de l'argent. Et ça, je pense qu'on l'a surmonté tout simplement parce qu'on a repris le modèle de la fresque du climat, qui est que l'accès à l'information et même l'accès à l'outil et à la possibilité de l'utiliser soi-même est facilité, voire gratuit. Donc c'est pas un obstacle, c'est le but de toute façon. Et ensuite, si des personnes en font usage dans le monde professionnel et en tirent un revenu, il y en a une partie qui vient à l'association. Quelle personne ou initiative t'inspire? Ce qui m'inspire, moi, à titre personnel, forcément, il y a la fresque du climat et le fonctionnement de l'écosystème tout autour. Donc il y a la manière dont a procédé Cédric Engelbach, forcément, mais aussi toutes les personnes impliquées dans le projet. Ça m'a aussi permis de découvrir des modes de fonctionnement collectifs. Donc par exemple, ce qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est des exemples issus du livre de Frédéric Lalouf, Reinventing Organizations, qui parle de gouvernance partagée et d'organisation horizontale. Et ce qui me touche, c'est il y a des exemples issus de l'automobile, et moi je viens de l'automobile, où les petites équipes s'auto-organisent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation, ça veut juste dire qu'elles s'auto-organisent et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais il y a une grande organisation quand même. Et ces équipes-là arrivent à finalement fournir le service attendu d'une manière très efficace, y compris au niveau économique.
mais aussi au niveau qualité, au niveau planning, et en rendant les gens heureux, en fait. Ça, je trouve ça très très puissant, parce que bah, moi, à titre personnel, c'était la relation hiérarchique était une source de souffrance. Donc j'ai jamais aimé ça dans mon ancienne activité, soit en tant que supérieur hiérarchique, soit en tant qu'inférieur hiérarchique. Ça me rendait malheureux. Et donc le fait de découvrir qu'on peut fonctionner de manière très efficace, en plus en rendant les gens plus heureux, enfin en tout cas des gens comme moi, ça m'inspire beaucoup beaucoup et j'espère qu'on va arriver à reproduire ça pour la fresque du numérique. Quels ont été les premiers signes de victoire? Bah, je dirais que les premiers signes de victoire, c'était au moment où on a commencé à atteindre un nombre de participants significatifs. Parce qu'au début, bah, on tâtonne, voilà, on a espéré que ça fonctionnerait, mais quand on a commencé à atteindre 1000, puis 5000 participants, puis 10 000 participants, bah, ça commençait à devenir significatif. Et on commençait à attirer du monde, à créer une communauté, à avoir des animateurs. Donc bah, ça a été un indicateur, un déclic pour comprendre que le projet fonctionnait et qu'on pouvait continuer. D'autres types de victoires qui m'ont fait très plaisir, il y a différents registres. Dans le domaine professionnel, eh ben, il y a le ministère de la Transition écologique qui organise un déploiement au sein de ses services. Donc bah, ça veut dire que l'atelier est connu, reconnu et qu'ils souhaitent l'utiliser pour propager l'information. Donc j'espère que ça continuerait et que ça ira le plus loin possible. Il y a aussi des grosses boîtes qui cherchent à le déployer, notamment Thales, qui est une grosse boîte française et qui est très utilisatrice de numérique. Donc ça aussi, ça me fait très plaisir qu'ils voient l'intérêt de l'atelier et qu'ils cherchent à l'utiliser. Et dans un autre registre, petite anecdote, j'ai rencontré quelqu'un récemment dans une intervention, quelqu'un qui intervenait à côté de moi et qui pour moi avait de la valeur, quoi, qui avait une valeur d'experte, qui était invitée pour ça, hein, du reste. Et après l'atelier, qui est venu me dire que si elle était dans le poste où elle était là, c'est parce que il y a 3 ans, elle a démissionné après avoir participé à l'atelier de la fresque du numérique, à tel point ça l'avait remué et ouvert les yeux. Et donc, bah ça, c'est anecdotique, quoi. Ok, c'est pas quantitatif, mais ça m'a fait très plaisir parce que ça montre que l'atelier fait bouger les lignes. Alors, le but n'est pas que tout le monde démissionne, le but est de transmettre des infos factuelles, mais le fait que des gens réagissent derrière et que ça change des choses, je trouve ça hyper positif et j'en suis très fier. Comment mesurez-vous votre impact? Alors aujourd'hui, on a très peu de mesures d'impact. On fait un questionnaire, on fait remplir un questionnaire de feedback aux participants et ça nous permet d'évaluer ce qu'ils ont pensé de l'atelier. Mais en soi, ce n'est pas une mesure d'impact. Ça nous permet de comparer les animateurs entre eux, d'avoir des idées d'amélioration, de voir l'évolution dans le temps. Ça permet ce genre de suivi, mais pas vraiment de mesure d'impact. La seule donnée quantitative qu'on a autour de ce sujet, c'est la proportion de personnes qui décident de devenir animateur, animatrice après avoir participé à l'atelier. Parce que c'est une des possibilités qui est offerte. Et il y a 5 à 10% des gens qui décident de devenir animateur, animatrice. Donc ça montre que l'atelier les a suffisamment motivés pour qu'ils aient envie d'aller plus loin et eux-mêmes de sensibiliser d'autres personnes. Donc c'est déjà un indicateur intéressant. Après, on pourra aller plus loin, je pense, et peut-être qu'on évoluera vers ça pour mesurer vraiment un impact, mais c'est une grosse organisation logistique. Parce que ça veut dire mesurer avant l'atelier où en sont les gens, ou les organisations, et mesurer après l'atelier ce que c'est devenu, immédiatement après l'atelier, et peut-être 1 mois après, peut-être 6 mois après, etc. Donc j'espère qu'on y viendra, mais pour le moment, on n'a pas encore ça, quoi. Quelles sont les prochaines étapes? Alors aujourd'hui, on a un seul objectif qui est quantitatif sur le nombre de participants. Pour l'instant, on a un objectif d'atteindre 100 000 participants qu'on espère atteindre d'ici fin 2023. Une autre prochaine étape possible pour moi, pour le projet de la fresque du numérique, ça peut être de continuer à parler des impacts environnementaux, mais d'une autre manière qu'avec l'atelier, le jeu de cartes. Ça peut être une première chose.
Mais ça peut être aussi de propager la conscience d'un autre sujet qui est celui de l'interconnexion et du fait qu'on peut travailler en équipe, que c'est plus efficace, qu'on est lié au reste du monde vivant. Voilà, et tout ça est illustré par l'intelligence collective, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Intelligence collective qui est utilisée dans l'atelier, mais je pense qu'on peut aller plus loin et que l'atelier peut porter aussi ce type de message au-delà de la conscience des impacts environnementaux. On a aussi des prochaines étapes pour notre fonctionnement interne au sein du projet. Et là, les prochaines étapes, ça va être de mettre en place une gouvernance partagée, un fonctionnement horizontal, euh, qui est inspiré par le livre de Frédéric Laloux, mais qui a pour but qu'il n'y ait pas de hiérarchie, ou le moins possible, et que pourtant on soit très organisé, et que ce mode de fonctionnement, finalement, rende le projet très efficace. Alors, on est déjà un peu organisé comme ça, mais le but c'est que même en grandissant, on continue d'être très efficace grâce à ce fonctionnement horizontal, et en plus de ça, d'une manière qui respecte les personnes et qui les rend le plus heureuses possible. Quels sont tes futurs projets ? Moi, à titre personnel, un de mes objectifs, ce sera de trouver mon rôle dans une organisation horizontale de la fresque du numérique. Un de mes objectifs, c'est d'être le moins indispensable possible. J'espère continuer à être utile, mais l'objectif, c'est que le projet reste vivant, même si je ne suis pas là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, qu'il reste solide, même si je ne contribue pas. Et sinon, j'ai d'autres projets en tête et d'autres envies en tête. Je travaille sur d'autres ateliers, notamment un qui s'appelle le Psy-Climat. Et sinon, j'ai aussi envie de trouver des projets toujours sur le thème de la connexion au reste du vivant, où moi j'ai envie de trouver plus d'occasions de mettre les mains dans la terre et de toucher d'autres choses vivantes en fait. Donc peut-être que, je ne sais pas si je trouverai, mais en tout cas ça m'intéresserait de chercher ce type de projet. Merci à vous.